Le cercle RH, notre débat d'actualité pour revenir sur le sujet qui a occupé l'actualité économique. Faut-il ou pas nationaliser Total Énergie? Alors le débat a fait rage. Il a été d'ailleurs relancé par Manuel Bompard, l'un des responsables d'LFI, expliquant que ça serait extrêmement rentable pour l'État. Et ça a suscité évidemment un débat à la fois politique, un débat économique, et puis une vraie question au-delà de savoir comment les Français allaient pouvoir continuer dans les mois à venir à mettre leur pistolet avec une essence qui peut flamber jusqu'à 2,50 € le litre. On en parle avec mes invités. Ils sont là dans ce débat d'actu. Marine Balançard, ravie de vous accueillir, directrice générale d'Ariséal, et un livre sur la décision, sorti chez Erol, notamment. Merci d'être venu nous rendre visite. Véronique Reilsout, ravie de vous accueillir, présidente de Backbone, et vous êtes venue toujours avec votre petit carnet et avec ce que nous ressentent les Français de ce débat autour de la nationalisation de Total Énergie. Et Sylvain Bersinger, bonjour cher Sylvain, économiste, et votre entreprise Bersinger-Co, avec des études toujours passionnantes, je rappelle celle de l'Iran, qui date de quelques semaines et qui était passionnante. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je me tourne vers l'économiste, parce que c'est un débat d'économiste, c'est un débat politique. En préparant l'émission, je suis retourné sur la loi de 82. On va sur Légifrance et on retrouve la loi de nationalisation de 10 entreprises, 12 entreprises nationalisées. C'est une bonne idée de nationaliser Total Énergie ou pas? En fait, je pense que ça ne changerait rien au problème du moment, parce que le problème du moment, c'est que les prix augmentent à la pompe. Les prix augmentent à la pompe parce que le prix du pétrole augmente sur les marchés mondiaux. De toute façon, on ne produit pas de pétrole. Donc que Total soit nationalisé ou pas, ça ne change strictement rien au prix du pétrole qu'on importe. Donc le côté, on va nationaliser Total, et comme ça, Total... on pourra lui tordre le bras pour baisser les prix à la pompe, je pense que ça ne marchera pas comme ça. Ou alors il faudra que l'État mette la main au portefeuille. Mais je pense que de toute façon, en tant qu'on est importateur de 100% du pétrole qu'on consomme, eh bien, de toute façon, on est tributaire des prix mondiaux. Donc je pense que c'est un peu je ne vais pas dire un faux débat, mais je pense que ça ne changera rien au fond du problème, en fait. Dans l'esprit de Manuel Bompard, c'est la rente pétrolière dont il parle, puisqu'en fait, il estime qu'avec ses coûts, ses prix exorbitants, Total a empoché plus de 5 milliards, un peu plus de 5 milliards. Dans ce cas-là, si vous voulez nationaliser Total, il faudra payer très cher Total. 70 milliards, oui, alors, à peu près. Alors après, ça dépend, parce que comment on valorise une entreprise. Bon, mais si Total gagne beaucoup d'argent, Total vaut plus, et donc l'État doit mettre plus d'argent pour l'acheter. Auquel cas, c'est de l'expropriation. Bon, on passe dans autre chose. Donc je pense qu'en fait, ça ne change pas le fond du problème. Vous en pensez quoi? En tout cas, qu'est-ce qu'en pensent les Français, Véronique Reilsout? Parce que ça a été repris, beaucoup repris, ce sujet. Ça a été énormément commenté, mais dans une logique plus politique que économique, évidemment. C'est une question de principe. Beaucoup se sont réjouis des réponses qu'avait données M. Bompard lors de ses interviews, en disant qu'il avait bien préparé et qu'il avait d'ores et déjà des réponses, en particulier sur le fait de bloquer les prix, en disant que dans les dom-toms, c'est le cas, donc on peut donc le faire. En fait, il avait des tas d'arguments qui, en soi... peuvent sembler rationnels, mais qui ne fonctionnent pas forcément économiquement. Et les commentaires étaient donc très politiques. Après, c'est un symbole. Mais positif dans l'idée qu'il fallait toucher à ce... Comme c'était très politique, c'était très polarisé. Vous avez les soutiens et les filles qui considèrent que c'est une très bonne idée, les militants et sympathisants de gauche qui disent que c'est une idée qui s'étudie, et on va dire que ceux qui sont plus libéraux de fait, ont plutôt critiqué, et à droite était plus dubitatif, justement, sur l'aspect économique, en disant c'est pas ça qui va résoudre la problématique aujourd'hui du prix du carburant. Il y a plus un sujet qui commençait à s'ouvrir, qui était le sujet de l'approvisionnement, et l'approvisionnement en dehors du Moyen-Orient, la réalité des gisements qui existent aussi en Russie. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'entrouvrir dans le débat, qui est un peu plus compliqué que simplement un sujet de est-ce qu'on va acheter au prix du marché, est-ce qu'on achète à un prix préférentiel parce que c'est l'État, est-ce que c'est important pour la souveraineté. Bref, les débats ont été très larges, mais oui, c'est un sujet qui a énormément fait réagir. Marine Balançard, vous en pensez quoi? Parce qu'il y a eu pas mal de réactions, notamment du Premier ministre, qui marchait un peu sur la corde raide, parce qu'il a dit à la fois on ferme aucune porte, mais en même temps il explique que c'est une belle entreprise française qui a créé de l'emploi, que c'est un des fleurons de notre économie et que donc on n'y touche pas. Quel est votre sentiment sur ce débat de nationalisation qui nous renvoie à 82, Pierre Mauroy, François Mitterrand? On sait que les nationalisations, ça ne marche pas. Donc l'État n'est pas un bon gestionnaire par lui-même. Donc Total, c'est une entreprise complètement privée. Il n'y a pas d'actionnariat de l'État. Ils opèrent beaucoup aux États-Unis. Ils sont cotés à la bourse de New York. Nationaliser Total, ça semble totalement impossible. Et
si on a ce genre de débat jusqu'à la présidentielle grâce à LFI, ça va être très très long. Voilà, le temps va paraître très long. Juste quand même, je ne veux pas me faire le défenseur de Manuel Bompard, mais on sait ce chiffre, 4,96 milliards d'euros, plus 51% d'augmentation. Donc c'est comme Total Energy tire ses marrons du feu quand même de cette situation. Enfin, je veux dire, c'est juste Total Energy. Comment on fait ruisseler alors? Total Energy a des super profits, encore faudrait-il le définir, parce qu'il a une super exposition, il est très exposé au prix du pétrole, parce qu'il prend des super risques sur le pétrole. Donc c'est juste la conséquence de son activité. Ce ne sont pas, d'après moi, des profits qui tombent du ciel, c'est vraiment lié à une exposition de Total, qui est une entreprise très intégrée sur le pétrole. Donc il exploite du pétrole, notamment à l'étranger, parce qu'en France, toute la chaîne de valeur, on ne veut pas exploiter notre pétrole. On en a en Guyane, mais on ne veut pas l'exploiter. Donc c'est un choix, là, pour le coup, politique. Et donc la notion de super profit, pour moi, est impossible à définir. Ce ne sont pas des profits tombés du ciel, c'est des profits qui résultent d'une prise de risque et d'une gestion du risque par Total. Mais il explique bien, Bompard, pour qu'on soit précis, c'est pas 100%, sinon c'est 174 milliards de valo, c'est simplement la partie distribution et raffinage. Le reste, évidemment, étant disséminé dans plein de pays, à plein d'endroits. Quand même, Sylvain Bersinger, mettons de côté le débat de la nationalisation. Vous nous dites un peu en chœur, bon, après tout, il y a deux camps, les Français se partagent. Il y a quand même un débat fondamental, là, qui commence à inquiéter le gouvernement, c'est qu'il s'était donné 3 mois. On est entré dans la zone des 3 mois, c'est-à-dire qu'on va doucement jusqu'au mois de juin et qu'après, on rentre en zone rouge. Vous, l'économiste qui apportez des notes à vos clients, qui faites des analyses, qui avez un peu la boule de cristal à travers vos datas, on va vers quoi, là, concrètement? Certains annoncent un baril à $200. Enfin... En fait, je pense que si le... Alors, c'est très difficile parce qu'en fait, il y a la question de, est-ce que le détroit d'Ormuz va rester bloqué? Oui. Pour l'instant, il l'est. S'il est bloqué, quelle quantité de pétrole peut quand même passer via des pipelines alternatifs et certains ont été touchés. Certains ont été touchés, c'est pour ça que c'est très difficile. Et dans quelle mesure les autres producteurs peuvent augmenter leur production à court terme? Probablement pas grand-chose, mais il y a sûrement une petite marge de manœuvre. Et après, toute la question, c'est ce qu'on appelle l'élasticité prix, c'est-à-dire comment réagit la demande à une variation du prix. Donc c'est difficile de faire des prévisions, mais grosso modo, je dirais le consensus, c'est que si le détroit reste bloqué encore plusieurs mois, le baril va atteindre grosso modo quelque part entre 150 et $200. Là, il est aux de 100, 110 plus. Il y a déjà 2 économistes, vous faites partie du troisième, qui ont déjà évoqué ce sujet, qui ont été contestés rapidement. C'est probable que là, disons qu'on soit encore, disons que le monde puise encore dans une partie des stocks et que, disons que la famille du détroit soit pas encore pleinement intégrée dans le prix. Donc si ça continue encore plusieurs mois, le monde va perdre grosso modo 15% de son approvisionnement en pétrole. Et là, disons que les estimations à la louche donnent un baril entre 150 et $200. Donc il y a encore, si le détroit reste bloqué, aujourd'hui ça semble être le scénario quand même le plus probable dans les semaines à venir. Ça a l'air. Eh bien, il est probable que le baril augmente encore assez significativement. Compte tenu que les alliés américains du Golfe Persique ont commencé, il faut le préciser, à bombarder, à envoyer des missiles sur l'Iran. C'est-à-dire qu'en fait, ça réouvre une nouvelle étape, puisque le Qatar, les États arabes unis et l'Arabie saoudite n'avaient pas engagé de... Là, tout démarre. Sur le côté politique, puisqu'on est à presque un an, oui, on est à un an d'élections présidentielles, on va donc rentrer en campagne. Il y a quand même un caractère inflammable, sans faire de vilain jeu de mots, avec cette crise pétrolière à l'égard des Français qui commencent déjà à se plaindre sérieusement de problèmes de pouvoir d'achat. On fait comment là? Comment ils réagissent les Français sur ce sujet? C'est pour ça que le sujet des super profits oui. remonte. Alors, est-ce qu'on peut les qualifier? En tout cas, dans l'opinion publique, il y a les profits des profiteurs. C'est-à-dire, en gros, il y a une situation et on en profite. Il y a des super profits qui sont liés à des situations exceptionnelles. La notion de mérite, elle rentre peu en compte dans l'opinion publique. Et surtout, chacun voit des montants qui semblent tellement déraisonnables à côté faramineux à côté d'un sujet... De l'économie française qui est plus qu'endettée. Et rappelez-vous les débats qu'il y a eu sur la taxe Tobin, l'ensemble des débats qu'il y a autour des taxes. On est un pays, on aime bien taxer, et a fortiori, on aime bien qu'il y ait un partage des valeurs. Donc j'ai lu dans les Échos que plus on taxait, même depuis la Révolution, c'est un papier de Pierre Cahuc que j'ai lu hier, plus on taxe, plus on crée en fait des risques de révolution ou de tension sociale. Enfin, exactement. Il y a un vrai risque. Si on parle économie, la raison veut que les choses ne soient pas forcément faisables telles que
c'est écrit, mais quand on parle politique, c'est plus une envie de bouger, une envie de changement, une envie de réparation. Et donc, tous les sujets autour des super profits vont forcément plutôt bien prendre dans l'opinion, avec un autre sujet qui est l'approvisionnement. Parce qu'à force d'écouter des éditorialistes, des spécialistes, de regarder en boucle sur les chaînes d'infos en continu ou sur les chaînes très bien renseignées comme ici. Comme ici, évidemment. On a quelque chose qui fait que dans l'opinion publique, il commence à comprendre, ça commence à devenir palpable, qui est nous subissons, nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre parce que finalement notre source d'approvisionnement n'est pas si fluide que ça et il n'y a pas de souveraineté sur ce sujet. Mais attendez, deux sujets. Il y a le Premier ministre Le Cornu qui annonce, alors par le biais de la BPI, un prêt à 3,80 pour les grands rouleurs. Donc il fait un pas avec quand même un prêt à rembourser, il faut le préciser. Et puis il avait annoncé il y a 3 semaines, ça avait beaucoup amusé, il faut électrifier le pays, avait-il dit, sur de grands plans Marshall, dont là j'ai pour l'instant pas vu beaucoup d'ouvriers ou de techniciens qui électrifient le pays, mais personne ne parle de décarbonation. Est-ce que c'est pas l'opportunité rêvée de se désintoxiquer de ce produit? C'est le cas. Oui. Mais la décarbonation, ça passe par l'achat massif de photovoltaïque, donc ça veut dire enrichir la Chine. Moi, je crois qu'on devrait faire de Total notre allié. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir... On n'a pas de pétrole en France, mais on a la chance... Non, on a la chance d'avoir une major sur ce marché. Et donc, ça sécurise notre approvisionnement. Engagé sur l'électrique, il faut le préciser. Engagé sur l'électrique, plus ou moins, ça dépend. Aux États-Unis, là, ils viennent d'arrêter... En tout cas, en France... Mais donc, Patrick Pouyanné, qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la poche les Français en achetant, en leur garantissant des protections contre la hausse des prix. Pas tous les Français. Il le fait quand même dans les stations Total. C'est vrai. Il capte le prix. Et il renouvelle. Donc lui, Total, ça veut dire s'achète des couvertures contre les variations du prix. Ce qui n'est pas le cas de Leclerc, qui n'est pas le cas de Super U. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas intégrés. Râle un peu. Et tout le monde râle. La concurrence déloyale. Et donc, pourquoi ne pas se faire de Total un allié tout en accélérant la décarbonation de la France? Et je devrais rajouter aussi que Total est devenu le monstre, enfin l'entreprise... Depuis longtemps, si je peux me permettre. Pas tellement. Il a remplacé le nucléaire. Avant, c'était le nucléaire qui était à bannir. Maintenant, ça va. Le nucléaire, c'est propre. Areva, c'est fini. Voilà. Et donc, maintenant, c'est Total qui est devenu l'espèce de presque de traître à la nation, alors que pour moi, c'est le contraire. En tout cas, au prix à la pompe, il joue le jeu. Ça, il n'y a pas de doute. C'est capé. Juste l'économiste et Véronique Reilsout, mais Sylvain Bersinger, cette question de la décarbonation, c'est un vieux serpent de mer. Là, l'opportunité nous est donnée. C'est-à-dire qu'on nous coupe les vivres et on est donc victime de cette situation. C'est le moment, effectivement, de faire l'allié, de faire ami-ami avec Total, de lancer un grand plan d'électrification, parce qu'on ne le fait pas. C'est le moment, et puis il y a l'incitation, puisque un prix qui augmente, c'est aussi une incitation à le faire. Alors le Premier ministre avait parlé d'accentuer le leasing social, etc. Bon, c'est probablement assez timoré, mais il y a clairement une incitation prise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez une nouvelle voiture, clairement, vous faites l'arbitrage prix à la pompe versus voiture électrique. Donc le marché, il y a 1 an, se cassait la figure, vous vous rappelez, l'électrique. Et là, il repart de fait. Mais vous avez une autre réalité qui est, il y a les transports en commun qui sont en ce moment plutôt plébiscités, avec des villes et des villes de taille moyenne qui proposent des transports en commun, soit à des prix très abordables, soit même gratuits. Et ça permet aux uns aux autres de commencer à s'organiser et de s'apercevoir que dans le fond, c'est accessible, sachant que souvent les transports en commun n'étaient pas à des prix toujours très abordables et demandent un effort en soi. Mais faire un effort, si on sait que ça vous aide sur votre portefeuille et qu'en s'organisant bien, on y arrive. Donc, s'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même dans les modes de consommation, en tout cas des usagers, à défaut de pouvoir avoir la main sur l'économie, ils ont la main sur l'organisation de leur quotidien. Vous dites, Total, c'est vraiment la bête à abattre, le monstre comme ça qui incarne le capitalisme outrancier. Mais pour LFI. Oui. Mais il y a un autre sujet qui a été soulevé par les Français et par les économistes et par les observateurs, c'est la rente fiscale que génère le gouvernement, enfin en tout cas le ministre des Finances et le gouvernement de Le Cornu. On en fait quoi? Parce qu'on a le sentiment comme ça que mezzo voce, on se dit qu'on va peut-être régler le problème de nos déficits avec la rente fiscale, alors qui a été contestée. Vous avez un chiffre, Sylvain, ou pas? La rente fiscale, ça veut dire le fait que... on fait rentrer de la taxe. En fait, je pense que la taxe supplémentaire qu'on fait rentrer, parce qu'il y a une partie des taxes effectivement qui augmente avec le prix, couvre qu'une toute petite partie du choc négatif sur les finances publiques, de l'impact récessif de cette crise. Donc on n'étouffera pas, on va pas étouffer nos déficits avec l'augmentation. Les gains de cette
taxe, de ce bonus, je ne sais pas comment l'appeler, Il y a des gains, de fait. Voilà, il y a des gains, mais ils se chiffrent grosso modo en centaines de millions d'euros. Et les pertes globales, à mon avis, se chiffrent plutôt en milliards. Donc en fait, ce choc énergétique va laisser un trou dans les finances publiques et non pas un gain. Donc quand on dit que l'État gagne de l'argent sur cette crise, c'est vrai si on regarde cette toute petite lorgnette, mais si on regarde l'ensemble macroéconomiquement, c'est complètement mais faux. les Français le réclament, disent à l'État, mais attendez, l'Italie a baissé sa taxe et on ne le fait pas. D'abord, l'Italie n'est pas dans la même situation Non. que nous. Et ensuite, c'est intéressant parce que ça pourrait être l'occasion, cette fameuse opportunité fiscale, pour rappeler quelque chose qui est l'État, c'est les Français. Et donc, en fait, vous avez un sujet qui est l'État s'engraisse. Mais l'État étant les Français, c'est plutôt un moyen. Alors, évidemment, comme vous le dites, la balance n'est pas très positive. Mais en fait, ça serait intéressant d'avoir aussi cette discussion pour rappeler en quoi, quand on dit l'État engrange des bénéfices, en quoi, en réalité, ce sont les Français. Et tout ça revient toujours à la même chose, et je pense que la campagne va mettre ça de façon particulièrement flagrante, c'est le sujet de la lisibilité. C'est-à-dire qu'en fait, les Français ne comprennent pas où vont les taxes, à quoi elles servent, comment est-ce qu'elles sont utilisées. C'est ce que je voulais vous dire. L'État, c'est quelque chose de tout très... d'un coup, on va dire, il y a des taxes supplémentaires par l'augmentation des prix du carburant, donc on se dit, l'État est en train de profiter. Mais en train de profiter, si on explique en quoi ça va être utilisé, et même le plan d'électrification qui était intéressant dans l'absolu comme annonce, n'a pas été posé de façon lisible et traçable. On ne dit pas, on va mettre tant sur des équipements pour les voitures, tant pour les bornes, tant sur l'habitat. Enfin, la réalité, c'est que ça devient quelque chose de tellement global que il n'y a pas de consentement quand vous n'avez pas de lisibilité. Donc une campagne abrasive qui se présente. Sur le plan économique, quand on parle à des chefs d'entreprise, ils vous disent on va traverser une zone et on entre dans une zone extrêmement complexe sur le plan des créations d'emplois, des fermetures d'entreprises et des faillites. Et si je le transpose à l'enjeu politique, les deux se lient, on a le sentiment comme ça d'une surtension des Français. Sylvain, vous observez l'économie. Donc je ne vais pas vous poser une question sur ce qui va se passer dans l'année politique, mais on voit bien l'économie va avoir une très grande place. En tout cas, les difficultés économiques vont jouer une grande place dans le débat politique. Il faut que les candidats se positionnent sur ce sujet. Alors, si le prix du pétrole continue à rester élevé, voire augmente, oui. Après, on peut espérer aussi dans les semaines ou les mois à venir que la situation se décante et que le prix du pétrole à l'automne revienne à des niveaux raisonnables et que tout ça soit plutôt derrière. On est bien d'accord, on est sur l'automne déjà. Voilà. Effectivement, si le baril atteint $150, voire plus, à l'automne, et que les prix à la pompe continuent à augmenter, et que l'inflation en France atteint 3-4%, là, c'est sûr que... On ne l'a pas évoqué, mais il y a l'inflation qui repart. Oui, elle est partie un petit peu. Alors, moins fort qu'en 2022, mais elle repart. Plus les taux d'intérêt qu'on annonce remonter en juin. Alors, en admettant le pire, qui est que les prix ne baissent pas, en fait, dans le débat politique, vous allez avoir quelque chose qui est plus d'un ressenti et de discussion autour de la souveraineté, de la maîtrise de nos budgets, plutôt que la réalité d'un pouvoir d'achat qui diminue à cause des prix du pétrole. En particulier, je vous rappelle qu'on n'a pas été capable, en tout cas quand je dis on, les politiques, là pour une fois c'est plutôt eux que nous, les politiques n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un constat qui est le montant de notre dette. Juste ça, sans parler des solutions. Et il est fort à parier que pendant une élection, vous allez avoir de la surenchère de promesses, avec les uns qui promettront beaucoup, d'autres un peu moins, certains qui voudront avoir un discours plus raisonnable. Et la réalité, c'est que c'est compliqué quand vous avez des logiques partisanes et que, je veux dire, on n'est pas d'accord même sur le montant de la dette. Donc, notre pourcentage, eu égard au PIB, les déficits publics ont progressé de 0,3 points. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de contrôler ça. Quand François Bayrou dit « je pose un vote de confiance sur le montant », mettons-nous déjà d'accord sur le montant. C'était un grand discours d'ailleurs, si je peux me permettre. Il a posé les bases. Et il est parti. Et il saute, on dit « ah non, on n'est pas d'accord sur le montant ». Ah bon, super. Donc on continue et on fonce. Et donc, imaginez bien que pour des Français qui ne sont pas des économistes toujours très pointus, même si l'économie du quotidien donne quand même une idée de comment ça fonctionne, qui croit ? Celui qui annonce un énorme déficit et des efforts à faire, celui qui dit non, en s'organisant bonhomme, on va y arriver, ça va le faire. Ceux qui vous disent tout fait. Oui, donc ça. Inquiète ou pas dans l'année à venir là? On aura d'autres débats d'actu parce qu'en fait on voit bien en quoi l'économie va venir impacter la campagne. Oui, inquiète pour le pouvoir d'achat, inquiète pour la stratégie de souveraineté, parce que effectivement là, le gouvernement a l'air de soutenir Total, mais ils sont attaqués de toutes parts. C'est-à-dire dès qu'on a des fleurons en France, ils sont attaqués par des partis politiques qui, eux, je me demande quelle valeur ajoutée ils apportent à notre pays. En fait, sérieusement, Ils sont en campagne.
Oui, mais voilà. Et donc, le pouvoir d'achat des Français, oui, c'est inquiétant. La souveraineté, pour l'instant, on a la chance d'avoir du nucléaire et des compagnies comme Total, en tout cas sur l'énergie. Donc, et qui sauve aussi notre bilan. Voilà. Nos émissions. Et sur le mindset français ou l'état d'esprit français, c'est est-ce qu'on va continuer à abîmer ces entreprises qui sont des parts importantes du CAC 40, qui opèrent dans tous les pays, qui nous donnent des capteurs géopolitiques. Est-ce que combien de temps on va continuer comme ça? Combien de temps on va abîmer notre création de valeur ajoutée? Ce sera le mot de la fin. On a un tout petit peu débordé. Merci Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal. Merci à Véronique Reilsoud, présidente de Backbone. Et merci à Sylvain Bersinger-Geco, des études passionnantes sur tous les sujets économiques. Merci à vous, merci à mes invités, merci à évidemment Pierre Loup à la réalisation, merci à Paul au son, merci à Nicolas Juchat et un big up à Léa qui nous accompagne, qui est en stage et qui fait un travail formidable. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.